Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, et le 19e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert avant-hier, mercredi. On en parle ce soir avec l'invité des carnets, François Bougon, auteur de l'essai publié chez Actes Sud, Dans la tête de Xi Jinping. Bonsoir François Bougon. Bonsoir. On a beaucoup révisé la manière de prononcer grâce à vous pendant la pause pub. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Alors, en plus d'être l'auteur de ce livre, vous êtes chef adjoint du service international du Monde, ancien correspondant de l'AFP à Pékin. Alors, Xi Jinping a ouvert le congrès du Parti communiste chinois devant 2300 délégués. C'est une grand-messe quinquennale qui marque donc la fin du premier mandat de Xi Jinping, qui est à la fois président de la Chine et secrétaire général du PCC, donc du Parti communiste. L'enjeu pour lui, c'est de tracer la feuille de route de son deuxième mandat. Exactement, c'est ce qu'il a fait lors de son discours. Il a tracé cette feuille de route qui va même au-delà de la fin de son deuxième mandat, supposé 2022, puisqu'il est allé même jusqu'à 2050. Tiens. Alors, contrairement à d'autres congrès, on n'attend pas cette fois que la génération suivante de dirigeants émerge. Qu'est-ce que ça nous dit du pouvoir de Xi Jinping, justement, aujourd'hui? Vous disiez qu'il voyait loin, qu'il traçait une route loin, et souvent les congrès, c'est l'occasion de voir des nouvelles têtes qui seront les futurs dirigeants. C'est pas trop le cas là. Alors normalement, s'il suit les règles, il doit désigner la prochaine génération. Ça sera la 6e. Lui, il appartient à la 5e. Donc c'est les gens qui sont nés dans les années 60. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. C'est très opaque. On le saura le mercredi matin quand sera annoncée la composition du cœur du pouvoir, c'est-à-dire le comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois. Mais on n'a pas encore d'indication. S'il ne suit pas la règle, ça sera vraiment très important. Ça veut dire qu'il veut éventuellement rester plus longtemps. Alors, il a prononcé mercredi un discours long comme le Yangtze, écrivait avec humour l'AFP, donc près de 3h30 quand même de discours. Et dès le lendemain, hier donc, l'agence Chine Nouvelle annonçait que la pensée Xi Jinping faisait son entrée dans le vocabulaire du régime chinois, comme il y avait la pensée Mao Tse-tung. Donc là, c'est la pensée Xi Jinping du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. On a besoin d'une petite traduction de votre part. Pour vous qui, pour votre livre, avez rencontré beaucoup d'intellectuels chinois, vous êtes plongé dans les textes de Xi. C'est quoi cette nouvelle ère du socialisme à la chinoise? Alors, il imprime sa marque dans le domaine idéologique, en fait. Et en gros, pour lui, il y a eu la période de Mao, la période de Deng Xiaoping, et il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, qui est en gros l'ère, ce qu'il appelle la nouvelle ère pour le socialisme à caractéristiques chinoises. C'est le moment où la Chine est enfin... elle va être riche, elle est assez puissante à la fois économiquement et aussi militairement. Et elle peut aspirer à la première place mondiale face aux États-Unis. C'est un peu en résumé la pensée Xi Jinping. Avec aussi, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il revendique à la fois l'héritage de Mao, de Deng Xiaoping, mais aussi l'héritage des empereurs. Et c'est ce qu'il appelle le rêve chinois? C'est ce qu'il appelle le rêve chinois, en fait. Le rêve chinois, c'est... Manière de faire un petit clin d'œil aux Américains. Exactement. Et c'est aussi le rêve chinois, c'est aussi une référence au rêve de ces penseurs de la fin du 19e siècle en Chine, quand la Chine a commencé à être occupée par les Occidentaux, le début de ce qu'ils appellent l'ère de l'humiliation coloniale. Et en fait, d'une certaine manière, la Chine prend sa revanche et maintenant, elle a enfin sa position, elle retrouve sa position. C'est pour ça qu'il passe son temps à parler de renaissance. Ouais, avec une affirmation nationaliste assez forte. Il a prôné mercredi l'ouverture économique aussi, un peu avec les accents qu'il avait à Davos, en promettant une concurrence loyale, la protection des investissements étrangers, alors que dans les faits, aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis dénoncent plutôt le protectionnisme de la deuxième puissance économique du monde. Oui, alors certains peuvent parler d'un double discours, mais il a une face qui est plutôt ouverte pour l'extérieur, qui passe aussi par exemple par la promotion de ce qu'il appelle les nouvelles routes de la soie. Ida Ilou, le grand projet, une ceinture, une route, comme on dit dans le jargon du parti. Et ça se veut un projet ouvert. Après, la conception qu'il a de l'ouverture de son marché est un peu différente de celle qu'attendent les Occidentaux, qui voudraient plus de réciprocité. Donc c'est là où les critiques actuelles des Occidentaux, notamment des Américains et des Européens, se concentrent. Ouais, c'est là qu'on peut éventuellement parler de double discours. Sauf que lors de son discours mercredi, il a dit nous sommes ouverts aux investissements étrangers, etc. Ouais. Le message en interne, c'était aussi que rien ne doit menacer l'autorité du parti au pouvoir. Ça, c'est il l'a affirmé. Ça, c'est ce qui fait le cœur du mandat et du prochain mandat de Xi, c'est que le parti est tout. En dehors du parti, il n'y a rien. Et donc, il a réaffirmé la position du parti. Ouais, en plaçant la corruption comme menace numéro 1. Déjà 1,5 million de cadres du parti punis depuis 5 ans, a-t-il dit. Et ça n'est que le début, a prévenu Xi.
C'est l'un de ses grands thèmes, c'est la campagne anticorruption. Ouais. Après, il se place dans l'héritage de tous les secrétaires généraux du parti ont toujours placé la lutte contre la corruption au premier rang, sauf que lui, mais généralement, il l'utilisait aussi pour se débarrasser de leurs rivaux politiques. Lui, c'est le cas. C'est le cas, il le fait, il a quand même écarté tous ses rivaux. Il l'a placé aussi comme un élément de gouvernance pour mettre au pas le parti et pour faire en sorte que les cadres soient plus honnêtes, plus vertueux. Et puis aussi, ça fait plaisir à la population. Ça fait plaisir à la population et en même temps, ça fait taire les voix dissonantes. Exactement. C'est pratique. Oui, c'est toujours la lutte anti-corruption, c'est assez pratique en Chine. Ouais. Et il y a des dissidents de l'extérieur où finalement ce sont plus des gens qui font beaucoup de bruit mais qui font pas beaucoup de mal à Xi Jinping. Les dissidents ont été mis au pas. Il y a moi ce que j'appelle la dissidence trash, c'est un homme d'affaires qui est à New York, qui était proche avant d'un haut dirigeant qui était chargé de la sécurité et qui passe son temps à utiliser Twitter, YouTube depuis New York, depuis son bel appartement de New York pour dénoncer la corruption supposée de celui qui mène la campagne anticorruption. Bon, on a l'impression d'un grand écart perpétuel quand même. Il est assez souple pour pas se blesser, Xi Jinping. C'est un homme de la synthèse et il règne, c'est un marxiste, donc il aime bien la contradiction. Merci beaucoup. Merci. François Bougon. Le congrès se terminera mercredi, donc. Titre de votre livre, Dans la tête de Xi Jinping, édition Solin Actes Sud. Dans la suite des carnets, nous aussi, on va faire un grand écart.